I'm happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration. Salut à tous et à toutes. Merci de rejoindre ce live. Un live au cours duquel on va aborder un aspect super intéressant au niveau de la communication d'impact. Donc, je vais te prier de partager ce live dans des groupes, de partager sur ton profil afin d'aider les gens à voir une ou deux choses qui vont certainement leur être utiles dans le cadre de leur communication d'impact. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Brice Kamgang. Je suis expert en storytelling et coach en prise de parole en public. Et ma mission, c'est de vous aider à vendre votre histoire, à vous vendre, à raconter de façon captivante, mémorable et inspirante. Parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que chaque histoire bien racontée vaut diamant. Je suis convaincu que ton histoire, c'est ton super pouvoir. Et la preuve, c'est que toutes les personnes qu'on admire à travers le monde, eh bien, chacune de ces personnes-là a su utiliser son histoire, que ce soit dans le domaine politique, dans le business, en économie, dans le domaine social, partout, c'est le storytelling, l'histoire qu'on raconte finalement. Et aujourd'hui, on va écouter à la lumière du discours de Martin Luther King, le fameux discours de Martin Luther King du 28 août 1963 à Washington, eh bien, on aura l'occasion de regarder ensemble comment est-ce qu'il a utilisé ça. Quels sont les éléments qui ont fait que ce discours soit l'un des plus puissants discours de tous les temps, de tous les temps. Qu'est-ce qui a concouru à sa faveur? Qu'est-ce qui a été utilisé? Qu'est-ce que Martin Luther King a fait dans ce discours pour le rendre mémorable? Et j'ai une grosse révélation à vous faire parce que quand je préparais ce live, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai découvert quelque chose qui m'a marqué. Waouh! Et je m'en doutais parce que la manière dont cet élément-là rentre dans le discours, tu comprends tout de suite que c'est pas quelque chose de... C'est pas lisse, c'est pas très linéaire, il y a un petit décalage et tu sens qu'il y a comme une goutte, comme une odeur d'improvisation, mais qui vient tout chambouler et qui rend ce discours mémorable et lui reconnaît l'impact qu'on garde jusqu'aujourd'hui de ce discours-là. Mais je ne vais pas faire ça. L'idée aussi, c'est que de façon concrète, c'est de voir comment est-ce qu'on peut prendre les ingrédients de ce discours et le ramener dans notre vie de tous les jours. Parce que pour celles et ceux qui me connaissent, l'idée, ce n'est pas de rentrer dans des choses théoriques, machin, juste analyser le discours, parler des grands thèmes rhétoriques et tout ça. Non, ça ne m'intéresse pas outre mesure d'aborder les aspects rhétoriques, machin. Non, non, non. Moi, je voudrais qu'on ramène les éléments à notre vie quotidienne et qu'on voit ensemble comment est-ce qu'on peut utiliser ce que Martin Luther King a utilisé dans ce discours qui est resté mémorable dans notre vie de tous les jours. Entretien d'embauche, pitch de vente, pitch de projet, pitch de réseautage, présentation commerciale, présentation en entreprise, motivation des équipes. Bref, Martin Luther King nous donne un cocktail d'éléments qui, mis ensemble, peut définitivement permettre d'avoir une communication d'impact. Martin Luther King, c'est l'un des plus grands storytellers que le monde n'ait jamais connu. Après Jésus-Christ, parce que pour moi, Jésus-Christ est le meilleur storytelling que le monde n'ait jamais connu. Et le deuxième va peut-être être Martin Luther King, oui. Et le troisième, ben, c'est une femme. Il n'y a pas que des hommes qui sont storytellers. La troisième, c'est une femme. Je la trouve extraordinaire comme storyteller. C'est Brené Brown. On ne la connaît pas beaucoup dans la francophonie, mais si vous allez, par exemple, sur LinkedIn, regardez Brené Brown, vous allez vous rendre compte que c'est une dame qui est extrêmement suivie et qui
et qui a un impact extraordinaire. Actuellement, même sur Netflix, elle a une très belle conférence et quand vous l'écoutez parler, elle est storyteller d'ailleurs. À la base, elle est scientifique, elle fait des recherches sur le comportement humain, l'émotion et tout. Et elle se définit comme étant storyteller. Sur son LinkedIn, c'est storyteller. Et elle est plus suivie, elle est beaucoup plus suivie sur LinkedIn notamment qu'Oprah Winfrey, ce qui est, à la base, ce serait surprenant. Donc, on va regarder ça, on va analyser ce discours. Je vais vous donner des choses que j'ai vues. Aussi, je vais regarder vos commentaires, je vais répondre à vos questions si vous en avez. Vous mettrez en commentaire, ça me fait plaisir de vous répondre. Si ça peut vous aider à passer à un autre niveau dans votre communication d'impact et tout, ça me fait grand plaisir. Donc, je vois quelques commentaires déjà, des gens qui me disent bonjour, oui, bonjour tout le monde, merci d'être là. Roland, Mireille, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur votre profil ou dans les groupes si vous me suivez sur Facebook, ça va aider les gens ça va aider quelqu'un quelque part, j'en suis convaincu. Donc, qu'est-ce qui est à la base de la réussite de ce discours? Qu'est-ce qui fait que ce discours marche? Un discours qui vient vendre un rêve, le rêve d'une Amérique différente, une Amérique où la discrimination n'existe pas, un pays où j'ai failli dire quelque chose. J'ai failli dire quelque chose parce que j'ai l'impression que ce discours est encore plus actuel aujourd'hui qu'hier. Je ne sais pas pour vous, mais moi, on vit une grosse discrimination en ce moment. Partout sur la planète, partout dans les pays et tout, avec leurs affaires de QR, machin et tout, vax, pass, machin et tout ça. Mais je ne vais pas prononcer les mots parce que quand vous prononcez les mots, on vous bloque, les réseaux sociaux vous bloquent et tout, mais c'est juste aussi une grosse discrimination. Et peut-être que les voix commencent à se lever et qui sait, peut-être qu'il y aura un Martin Luther King qui va se lever et qui va prendre la parole et qui va parler. Donc, s'il vous plaît, partagez ce live et permettez à d'autres personnes d'être exposées à ce contenu. Donc, j'ai identifié, moi, un certain nombre d'éléments qui définitivement contribuent au succès de ce discours. C'est avant qu'il ne prononce ses premiers mots. Avant qu'il ne prononce ses premiers mots, écoutez comment est-ce qu'il est présenté. Écoutez comment est-ce qu'on le présente. Regardez. On le présente comme étant... Allez. At this time, I have the honor to present to you the moral leader of our nation. Excellent. I have the honor to present to you the moral leader of our nation. Donc, vous voyez que, d'abord, toutes les études, ou bien tous les commentaires, tous les écrits, disent que Martin Luther King avait rassemblé ce jour-là pour son speech environ plus de 250 000 personnes. À cette époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'avait pas accès à la télé où il pouvait aller dire venez. Il ne faut pas faire une grosse campagne pour aller toucher les gens. Mais les gens ont marché de partout et sont venus là. C'est sûr que, et ça va être le premier élément qu'on verra, c'est quand même le contexte dans lequel il prononce ce discours. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la manière dont on l'introduit en dit long sur ce qu'il va apporter et sur l'impact qu'il aura sur les gens. Les gens n'arrivent pas là parce qu'ils n'avaient rien à faire chez eux, non. C'est vrai que c'était en été, en août, mais les gens sont venus, il y avait d'abord une marche, mais les gens sont venus parce qu'ils avaient toujours été inspirés par son discours, par ses discours. C'est quelqu'un qui avait pris la parole plusieurs fois déjà auparavant, c'est quelqu'un qui se battait depuis longtemps et qui estimait que dans l'injustice, il fallait que la justice fasse son travail, qu'il y ait une sorte de justice sociale pour toutes les races, pour tous les habitants des États-Unis. Et donc, regardez, il est introduit comme étant un leader moral. Donc, on est dans le premier élément, la toute première chose qui concourt en faveur
d'un discours d'impact, d'une présentation d'impact, c'est la cause. C'est la cause derrière la prise de parole qui est l'un des piliers. Ce qui garantit le succès d'une prise de parole, ce qui garantit le succès de la vente d'un produit, d'une idée, d'un projet, tu veux que les gens adhèrent à ton idée, tu veux que les gens adhèrent à ton projet, eh bien, ce qui va se passer, c'est que il doit avoir un pourquoi. Et j'ai bien aimé, j'ai écouté une fois Simon Sinek qui... mais si on l'appelle Simon, pourquoi ne pas dire Sinek? Ce qu'on dit souvent Simon Sinek. Bon, je sais pas. Tout ça, il y a le N est précédé de 2 voyelles. Simon Sinek. Okay. Donc, il a dit une fois, un jour, il a dit, ce qui est impressionnant avec Martin Luther King, c'est pas tant la qualité de ses joutes oratoires, sa prise de parole, mais ce qui est intéressant avec lui, c'est le pourquoi. C'est la cause derrière chacune de ses prises de parole. Et croyez-moi, je vous promets, du haut de ma petite expérience, de mes lectures, justement, les recherches sur des hommes comme Martin Luther King, Barack Obama, Brené Brown, Oprah Winfrey, des gens qui sont vraiment inspirants, Tyler Perry, qui est un storyteller aussi phénoménal. J'ai regardé un peu, je me suis toujours rendu compte que toutes ces personnes-là qui communiquaient de façon impactante étaient tous mus par quelque chose de plus grand qu'elles. Et cette chose plus grande qu'elles, c'était leur pourquoi. C'était la grande motivation derrière leur prise, chacune de leurs prises de parole. Et donc, c'est la même chose qui rend ce discours de Martin Luther King super intéressant, c'est ça. C'est que le monsieur arrive dans un contexte d'injustice et il fait partie des voix, il n'était pas la seule voix, mais il fait partie des voix qui se sont levées pour dire non, ça peut être différent. Non, on peut faire différemment. Non, il doit y avoir de l'égalité. Et donc, au cours de la grande marche, on a parlé de ça, de la marche du travail et de la liberté, c'était un peu ça le nom de cette marche-là. Il devait donc prendre la parole au Lincoln Memorial à Washington. Et il faut préciser qu'autour de lui, il y avait 9 orateurs avant lui. Donc, il arrivait comme 10e orateur, 10e et dernier orateur, je pense bien. Et les autres ont parlé. Il y avait des gens, je crois que parmi, il y avait des gens, il y avait d'autres races aussi. Ce n'était pas que les Noirs qui avaient parlé ce jour-là. Et donc, quand lui prend la parole, il prend la parole dans ce contexte-là. Donc, le premier élément, il était mu, son pourquoi, il était mu par le désir de justice, de liberté, d'égalité, des droits civiques entre tous les habitants des États-Unis, spécifiquement les Noirs qui étaient marginalisés. Donc, vous voyez, lorsque vous devez prendre la parole, que ce soit dans le cadre d'un entretien d'embauche, que ce soit en entreprise où vous êtes, par exemple, chef d'équipe, vous êtes dirigeante, vous êtes à un niveau où vous devez communiquer avec les gens, quel que soit le domaine, souvenez-vous toujours pourquoi est-ce que vous vous êtes levé, pourquoi est-ce que vous faites ce métier et pourquoi est-ce que vous devez communiquer de façon impactante. C'est pas juste pour gagner de l'argent, c'est pas juste pour inspirer les gens, mais c'est parce que vous avez un objectif, vous avez tous une vision, on a tous une vision, on a tous un idéal, on a tous quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Parfois, on parle de la mission de vie, notre pourquoi, on a tout ça. Et chacun des gestes qu'on pose, chacune des paroles qu'on prononce, chacun des discours qu'on prononce, chaque storytelling qu'on fait, c'est un peu comme une pierre, une autre pierre qu'on apporte à cet édifice géant qui est notre pourquoi. Je ne sais pas ce que je dis fait du sens, si ça vous parle, mettez en commentaire, j'aimerais bien voir vos réactions pour m'assurer qu'on est en train de me comprendre et même peut-être de m'écouter parce que je vais être en train de parler dans le vent. J'ai vu des commentaires arriver qui disent « Ok, bonjour. Bonjour Théma Soli, bonjour Valérie, Jean-Claude, bonjour. » Donc, le premier élément, c'est ça, c'est votre pourquoi. Vous voulez vendre un projet, quel est le pourquoi derrière? Vous voulez pitcher un produit,
Vous faites un pitch de vente pour un produit ou votre service. Sur Internet, vous voulez faire une publication, raconter une histoire. Vous voulez développer votre charisme à chaque fois, parler de façon influente. Pourquoi voulez-vous le faire? Ou pourquoi le faites-vous? C'est l'une des choses qui a fait que le discours de Martin Luther King est resté mémorable. C'est le pourquoi. C'est la raison pour laquelle il prononçait ce discours. Et je veux vous faire une confidence ici. Je crois que beaucoup de gens n'étaient pas au courant. Moi, j'ai découvert ça en préparant ce live il y a quelques jours. Apparemment, le discours qui avait été préparé n'a pas été prononcé comme tel. Parce qu'en fait, Martin Luther King avait l'habitude de parler d'un rêve qui devrait se réaliser. Donc, dans ses prises de parole et tout, il évoquait le rêve qui se réaliserait un jour, il parlait du rêve, etc. Et donc, ce jour-là, quand il est arrivé et qu'il parlait, il y a une dame qui a vu que dans son discours, il n'évoquait pas le rêve. Ce rêve dont il avait l'habitude de parler à chaque fois quand les gens se voyaient, quand il prenait la parole et tout, il avait l'habitude de parler de ça. Et cette dame s'appelle Naalia Jackson. Naalia Jackson. Donc, Naalia lui a dit, est-ce que tu pourrais leur parler? Est-ce que tu pourrais leur parler de ce rêve que tu évoques souvent dans tes discours quand on se voit et tout? Et c'est seulement à cet instant spécifique que Martin Luther King a introduit le fameux I have a dream that one day my daughters, on va voir ça tout à l'heure. Donc le fameux I have a dream n'était pas prévu, c'était pas dans sa préparation, c'était pas dans le texte. Mais pourtant, ça faisait partie de la trame narrative qu'il avait développée jusque-là. Ça faisait partie des éléments de langage qu'il évoquait à chaque fois quand il prenait la parole. Et donc, elle lui dit, mais regarde, tu as en face de toi un public qui peut-être ne t'écoute pas tout le temps. Un public qui n'a pas souvent peut-être écouté qui t'a pas souvent entendu parler de ce rêve-là. Peut-être que c'est le moment. Et puis, boum, I have a dream rentre en jeu. Donc, voilà le premier élément, c'est la cause, c'est le pourquoi, c'est votre pourquoi. C'est le premier élément de succès. Donc, on va continuer à écouter Martin Luther King. Il est introduit, il est présenté. Et puis, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Donc, voilà le deuxième élément qui va revenir régulièrement dans son discours, dans sa prise de parole. Et c'est quelque chose que vous pouvez également... Il n'y a pas de son? On ne me dit pas de son? Oh, OK. Est-ce que de l'autre côté, vous suivez le son? Parce qu'il y a Mireille qui me dit qu'il n'y a pas de son, donc peut-être qu'elle n'écoute pas le discours. Mais, OK.
Est-ce que les autres, vous écoutez le discours, ceux qui me suivent sur Facebook? Est-ce que vous suivez le son? C'est correct? Est-ce que j'ai des gens de LinkedIn qui me disent qu'ils ne suivent pas le son? OK. Donc, en fait, dans cette partie, oui, le son s'était coupé. OK. Mais toi, on t'entend. Ah, d'accord. Donc, quand je partage l'écran, vous ne suivez pas. OK. OK. Je vois. OK. Bon, on va voir comment arranger ça, mais je vais peut-être vous lire le discours, comme ça vous allez suivre. Donc, en fait, là, au début du discours, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? On a dit que le premier élément, c'était la cause. Première chose, il fait paf, il jump, il va directement, il a une cause, il a un pourquoi qui est fort, et donc, c'est ça qui va, on dit backup, c'est ça qui va soutenir sa prise de parole. Et comme je vous suggérais, vous aussi, pareil. Souvenez-vous que chacune de vos prises de parole, chacune de vos communications, une vidéo que vous faites, un texte que vous faites sur les réseaux sociaux, un pitch de vente, un pitch de projet, quelle que soit votre communication, gardez toujours en tête pourquoi vous faites cette communication-là. Il y a un objectif à court terme, c'est-à-dire vous faites par exemple un pitch pour avoir un client, ok, ça c'est à court terme. Mais la cause, c'est quelque chose de plus grand, c'est votre pourquoi. Avoir le client va vous servir à quoi? Peut-être gagner de l'argent. Gagner de l'argent, là, ça va vous servir à quoi? Il y a quelque chose de plus grand. Donc, peut-être avoir de l'impact sur les vies et tout, c'est votre pourquoi. Et donc, quand vous allez prendre la parole, vous allez savoir que non, vous ne prenez pas la parole seulement pour gagner un client. Non. Vous prenez la parole pour impacter les vies. Donc, c'est quelque chose de plus grand et ça vous permet d'aller chercher une sorte, un enthousiasme, une sorte d'émotion, quelque chose de profond et de pouvoir présenter ça aux gens. OK? Donc, ça, c'est le premier, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il évoque tout de suite au début de son discours, il cite, il fait une référence à Abraham Lincoln, au discours de Abraham Lincoln, quand il dit 5 score years ago. Donc, quand vous prenez la parole, que ce soit pour faire un pitch, présentation commerciale, toute communication, n'hésitez pas, on parle souvent de citer des références. Donc, n'hésitez pas de citer des références parce que le fait de citer une référence, ça crédibilise votre discours, ça crédibilise ce que vous êtes, ce que vous dites. Vous effacez et vous présentez la personne ou la référence que vous citez. Ça rend la chose beaucoup plus crédible. Et ça, Martin Luther King l'a fait plusieurs fois. Il a cité Abraham Lincoln, il a cité la Bible et il a cité les lois américaines, notamment la Constitution américaine. Je crois que la Déclaration universelle des droits de l'homme aussi, la Déclaration des droits de l'homme, je crois, aux États-Unis. Donc, il a fait référence à des éléments comme ça qui sont plus grands que lui. Abraham Lincoln était plus grand que lui, c'est un géant, au propre comme au figuré. Abraham Lincoln était à la fois grand de taille, mais aussi grand dans ses choix, grand dans ses décisions. La Bible, quand il cite la Bible, il est pasteur, la Bible a autorité sur lui, le contenu de la Bible et tout, il sait que c'est quelque chose de plus grand que lui, et il cite. Quand il cite la Constitution américaine, elle est plus grande que lui. C'est une affaire de pays. Lui, il n'est qu'un homme. Il n'est qu'un homme, mais il n'est qu'une personne. Alors que la Constitution, c'est quelque chose qui représente des millions et des millions de personnes d'un pays. Lui, il n'y a que lui. Donc, c'est des choses qui sont plus grandes que lui. Donc, quand vous n'hésitez pas à citer des éléments qui sont plus grands que vous, que ce soit des personnes, que ce soit des documents, que ce soit des organisations. C'est super intéressant de le faire. Tu vois, si tu veux, si tu fais un pitch, par exemple, tu peux associer à ton produit, à ton service, tu peux associer quelque chose de plus grand. Ce quelque chose de plus grand-là, moi, par exemple, puisque le football est d'actualité, le soccer, pour celles et ceux qui nous suivent en Amérique du Nord, mais en Europe, en Afrique, on parle de football. Donc, comme c'est d'actualité avec la CAN, avec la Coupe d'Afrique des Nations, si tu dis que ton
ta détermination ressemble au fighting spirit des lions indomptables. Même s'ils ont perdu hier, c'est pas grave, on les aime, ils ont fait du beau jeu, mais après, ils n'ont pas bien terminé et c'est correct. Mais c'est ça. Il faut, tu vois, le fighting spirit des lions indomptables est beaucoup plus grand que toi. Mais le fait d'évoquer ça, évidemment, pour celles qui connaissent le fighting spirit des lions indomptables, des personnes vont se retrouver, mais évidemment, tu sais à qui tu parles. Donc, on dit toujours know your audience first. Tu dois savoir à qui tu parles. Les personnes à qui tu parles, tu dois pouvoir leur donner des références qui vont leur être familières. Sinon, tu prêches au désert, comme on dit souvent. Donc, ça, c'est le deuxième truc. Mon ami Jean-Christophe, Mary est là. Magnifique. C'est quoi magnifique? Je ne connais pas, Jean-Christophe. Dis-moi ce que c'est. Donc, ça va être ça pour réussir ta prise de parole, pouvoir faire des références. Et si quelqu'un de plus grand que nous, le meilleur d'entre nous, qui a été Martin Luther King, l'a fait, ça veut dire que nous aussi, on peut le faire. Ça veut dire que c'est quelque chose d'important, quelque chose qui peut contribuer à notre succès. Donc ça, c'est le deuxième élément. Je rappelle, le premier élément, on a dit la cause, le pourquoi, quelque chose de plus grand, quelque chose qui justifie la raison pour laquelle on est là à parler. Ce n'est pas une cause, c'est pas une conséquence directe ou bien un objectif direct, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Donc ça, c'est le premier aspect. Et on a dit le deuxième aspect maintenant, c'est de pouvoir faire des références, de citer des références. Ça peut être des personnes comme référence, ça peut être les paroles prononcées par quelqu'un, mais ça peut être aussi des textes d'organisation, comme par exemple, il a cité la Constitution des États-Unis. Donc ça, ça va être le deuxième élément de son succès. Le troisième élément qui a rendu ce discours à tout jamais mémorable, c'est le langage imagé. Je l'appelle le langage imagé parce que ça peut être à la fois la comparaison, ça peut être la métaphore, ça peut être les mots visuels, c'est le langage imagé. Martin Luther King, tout au long de son discours, n'hésite pas à prendre des références imagées. Il fait de la métaphore. Il fait des comparaisons qui permettent aux gens de voir exactement ce qu'il veut dire. C'est dommage que vous n'entendiez pas le son, mais ça aurait été super intéressant. On va aller voir ça. Pourquoi vous n'entendez pas le son? Est-ce qu'on va prendre une autre option pour aller chercher le son? Ça aurait été super que vous entendiez comment est-ce qu'il parle, comment est-ce qu'il apporte les choses avec la métaphore. C'est magnifique. Je trouve que il est tellement brillant dans sa capacité. On va essayer encore à nouveau. Dites-moi si vous écoutez le son ou pas, je vous en prie. Dites-moi. But 100 years later,
Wouh! Alors, dites-moi, est-ce que vous avez suivi ça? Est-ce que, si vous avez suivi ça, dites-moi en commentaire, je vous en supplie. Ah, Facebook me dit on n'entend pas. Facebook n'a pas de son. Maintenant, LinkedIn a le son. Je comprends pas. Je sais pas ce qui se passe. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. Oh là là, vous manquez quelque chose de... Il vient de dire quelque chose de puissant et c'est ça la métaphore. Oh my God. Martin Luther King était tellement fort. C'est un orateur phénoménal. Il dit, j'ai le texte ici devant moi, donc je vais le lire. Il dit, America has given the Negro people a bad check. A check which has come back marked insufficient funds. Il dit que l'Amérique a donné aux Noirs un mauvais chèque. C'est un chèque qui est revenu derrière, on avait écrit pas assez de fonds. Donc, c'est un chèque sans provision. Vous voyez, ça, c'est tellement puissant. Vous savez, quand tu parles en métaphore comme ça, c'est un langage imagé. Sur le troisième point, troisième élément qu'il a utilisé pour rendre son discours mémorable. C'est un langage imagé et dans le cadre de ce langage imagé-là, il prend un élément que tout le monde connaît, du moins toute son audience devrait connaître. Parce qu'il a en face de lui, oui, des Noirs, mais des personnes adultes, donc qui ont déjà entendu parler de chèques sans provision. Et donc, il dit, l'Amérique a donné aux Noirs un chèque sans provision. Le chèque est revenu, on a écrit derrière, fonds insuffisants. Donc, c'est un élément que vous pouvez utiliser lorsque vous prenez la parole. Quel que soit le domaine, je répète, quel que soit le domaine de la prise de parole, vous pouvez faire des métaphores. Vous pouvez utiliser le langage imagé pour amener les gens à voir ce que vous leur dites. Parce que c'est ça le but. Je parlais encore, il y a quelque temps, j'étais en train de coacher une cliente et je lui ai demandé, t'est-il déjà arrivé de dire, après avoir écouté quelqu'un parler, même dans le cadre d'une conversation simple, t'es-tu déjà arrivé, est-ce que ça se dit? T'est-il déjà arrivé, voilà, je pense que c'est mieux dit comme ça, t'est-il déjà arrivé de dire à quelqu'un, je ne vois pas ce que tu veux dire. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Je crois que ça nous est déjà arrivé. Est-ce que tu as déjà dit ça? Bon, je te pose la question à toi qui m'écoutes maintenant, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn. Est-ce que tu as déjà dit à quelqu'un un jour, ou tu as déjà entendu quelqu'un dire, je ne vois pas ce que tu veux dire? Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, s'il te plaît, juste confirmer en commentaire. Est-ce que tu as déjà entendu, est-ce que tu as déjà dit, je ne vois pas ce que tu veux dire, ou tu as déjà, ou tu as déjà dit ça toi-même? Soit tu as entendu quelqu'un dire ça, soit tu l'as déjà dit. Ok, je vois un Facebook user qui dit oui, moi parfois, exactement, voilà. Donc, quand quelqu'un dit je ne vois pas ce que tu veux dire, ça veut dire que la personne effectivement ne voit pas. Ça veut dire que tu lui parles, mais le cerveau, lui, il ne voit pas les choses en mots prononcés. Lui, il voit des images. Donc, si je dis bateau, tu ne vois pas le mot bateau. Tu vois un bateau. Dès que je dis bateau, toi, tu vois un bateau.
Si je dis on va aller en voyage dans un coin, dans une ville qui s'appelle, je ne sais pas moi, on va aller à Banjul. Banjul, on va aller en vacances à Banjul. Je vais t'amener visiter Banjul. Peut-être que tu ne connais pas Banjul, tu connais pas Banjul, tu te dis, mais tu ne vas pas mettre le mot Banjul, ton cerveau ne va pas rester le mot Banjul, ce n'est pas le mot Banjul que tu vas voir, mais tu vas plutôt t'imaginer un lieu dans ta tête, parce que tu n'es jamais allé à Banjul peut-être, et tu vas t'imaginer un lieu. Mais plutôt que de garder le nom Banjul, de voir le nom Banjul, tu dois voir le lieu. Donc c'est ça, le cerveau, il comprend en images. Et donc, si tu parles un langage imagé, tu facilites les choses au cerveau. C'est pour ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles le storytelling marche à merveille. Parce que quand tu racontes une histoire, tu permets aux gens en face de toi de voir ce que tu leur dis. Le storytelling, c'est la version augmentée de la métaphore. La métaphore, on compare sans comparant. Si je dis à mon épouse, écoute chérie, tu es le sucre de mon tapioca. Tu es l'oreiller de mon sommeil. Je la compare au sucre de mon tapioca. Bon, pour celles de ceux qui nous suivent et qui ne savent pas ce que c'est, le tapioca, c'est du manioc séché, parfois avec de l'huile rouge aussi, parfois il est blanc, et on aime bien manger ça, et on mange ça avec du sucre. Donc sans sucre, on mange pas le tapioca. Donc quand tu dis ça à quelqu'un, tu es en train de lui dire, ok, tu es important, tu es une personne importante pour moi. Donc c'est ça, utiliser les métaphores et le storytelling encore mieux, parce que comme je dis, le storytelling, c'est la version augmentée de la métaphore. Ça permet de projeter des images. Donc quand Martin Luther King, dans son discours, dit que l'Amérique a remis aux Noirs un chèque, un mauvais chèque, qui est revenu écrit derrière fonds insuffisants, c'est-à-dire chèque sans provision, eh bien, il prend une image pour montrer la relation de dupe qui existait à cette époque-là entre les peuples noirs et l'administration gouvernante. Bon, je ne sais pas si ça a trop changé. On nous avait mis Barack Obama, on a dit que la mission de Martin Luther King s'est accomplie, mais bon, je pense qu'on est loin de là, très très loin. Il va falloir continuer de se battre encore et encore. Donc, voilà l'un des plus grands discours de tous les temps, l'une des prises de parole les plus mémorables et les plus inspirantes que le monde n'ait jamais connues. Voilà les ingrédients qu'il a utilisés. Là, on est à 3 ingrédients. Le premier ingrédient, je vous ai dit, c'était la cause. Pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant, c'est la cause, c'est le pourquoi. C'est que chacune de tes prises de parole, que ce soit pour un pitch, une présentation en entreprise, une présentation commerciale, un pitch de projet, un pitch de vente, quelle que soit la circonstance dans laquelle tu prends la parole, tu dois toujours te souvenir de la raison, la grande raison, le grand pourquoi, la raison pour laquelle tu prends la parole. C'est ça qui soutient ce que tu as dit, c'est ça qui te donne, c'est ça qui va aller chercher au-dedans de toi l'énergie, l'enthousiasme, ce truc que les gens ne comprennent pas. Tu parles et on a l'impression que tu fais de l'hypnose. Tu parles et tout le monde s'arrête et t'écoute. Mais ça ne prend pas uniquement la cause, il y a plusieurs autres ingrédients. Mais là, on est en train de décrypter le discours de Martin Luther King et je trouve qu'il y a des choses intéressantes là, à l'intérieur. Donc, je vois jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions? Je regarde un peu les commentaires. OK. OK. Good. Je ne vois pas de questions, mais on va continuer. Excellent. Donc, ça va être le troisième point, la métaphore. Je crois que je ne vais plus partager le discours parce qu'il y a certains qui ne comprennent pas. Donc, s'il y a des uns qui vont comprendre et d'autres ne comprennent pas, ce n'est pas intéressant. Tout le monde devrait avoir accès au son. Ce serait facile, ce serait intéressant pour tout le monde. Ce serait mieux pour tout le monde. Donc, pour vendre ton projet, vendre une idée, il faut ces 3 éléments-là. Il y a un 4e élément que Martin Luther King utilise de façon spectaculaire. Je vous encourage, quand vous aurez regardé ce live,
si vous avez du temps, allez regarder également le discours de Martin Luther King. Ça dure environ 15 minutes, son discours. Allez regarder ça, je vous en prie, et essayez de repérer les éléments que je vous ai donnés là, jusqu'ici. Vous allez voir que ça va vraiment vous aider. Martin Luther King était le roi des pauses stratégiques, ce que j'appelle les silences stratégiques. C'est-à-dire la capacité à faire silence, à se taire à un moment donné pour captiver l'attention des gens et être sûr que la prochaine information que tu vas lâcher, eh bien, va rentrer, va pénétrer les entrailles de ton audience. Tu peux aussi le faire après avoir prononcé une punchline, parce que quand tu prononces une phrase forte, ce qui va se passer, c'est que pour ne pas la diluer dans autre chose que tu vas dire après, il faut laisser un temps pour que les gens intègrent ce que tu viens de dire, qu'ils consomment ça, qu'ils... Et Martin Luther King, dans son discours, dans sa prise de parole, il a plusieurs fois fait des silences stratégiques. Les gens ont applaudi. Naturellement, ça donne envie de faire du standing ovation, ça donne envie de tout de suite de bondir sur lui et de dire « Waouh, quel discours, quelle prise de parole, waouh !» Donc, tu peux faire ça aussi. Tu peux faire des silences stratégiques à des endroits spécifiques, que ce soit au cours d'un entretien d'embauche ou pas. Ce que mes clients me disent la plupart du temps, c'est que, ça c'est au début quand on commence la formation, elles me disent que c'est gênant de faire silence, de se taire et de ne rien dire. Parce que tu as l'impression que les gens veulent que tu parles rapidement et que tu quittes, quoi. Mais si tu es là et que tu fais silence à un moment donné, il faut une certaine confiance en soi. Parce que faire le silence suppose que tu sais, tu es conscient que tu as le contrôle de la situation. C'est ton moment. Les gens sont là pour t'écouter. Et donc, prends ton temps. Mais ce n'est pas évident. Donc, c'est pour ça que ça prend du travail pour gagner en assurance. Ensuite, pour savoir où est-ce qu'on peut mettre des silences stratégiques quand on fait un discours, quand on fait un pitch, quand on fait une entrevue d'embauche, quand on fait une présentation commerciale. Où est-ce qu'on doit mettre des silences? Où est-ce qu'on doit faire des silences? Et ça, effectivement, ça s'apprend. Donc, allez-y, vous allez regarder la vidéo de Martin Luther King. Vous allez voir, il fait des silences parfois. Je trouve ça tellement, tellement puissant. Donc, ça, c'est le troisième élément. C'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas écouter Martin Luther King qui nous aurait dit des choses extraordinaires. Ben, je vais essayer encore, peut-être une dernière fois, et on va voir ce que ça va donner. Dites-moi si vous écoutez le son, je vous en prie.
Toujours pas de son, me dit-on. OK, ça marche. De toutes les façons, on va poursuivre avec, avec le dernier point. En attendant, je vais prendre des questions. On n'entend toujours pas. OK, ça marche. Ça nécessaire. Est-ce qu'on peut observer ces silences à l'écrit? Excellente question. C'est là où on voit le côté narratif, le côté copywriting, comment est-ce qu'on écrit, comment est-ce qu'on fait des silences dans le... J'adore. Merci beaucoup pour ta question. C'est dommage, je ne vois pas de nom qui s'affiche ici sur StreamYard. Ton nom ne s'affiche pas, je vois juste Facebook User. Je crois qu'après, je retournerai regarder si tu peux juste mettre ton nom en commentaire, je t'en prie. La personne qui a posé la question, est-ce qu'on peut observer ces silences à l'écrit? Ça me fait plaisir de te répondre et en prononçant ton nom. J'aime bien ça pour la communication et la connexion. Donc, par exemple, dans un article portrait, est-ce que c'est possible de faire des silences quand on écrit? Roselyne, merci beaucoup, Roselyne. Donc, Roselyne demande si c'est possible de faire des silences à l'écrit. Parce qu'effectivement, en tant que storyteller, et merci, tu me permets de préciser quelque chose, Roselyne, c'est que parfois on me dit, Brice, mais est-ce que tu fais du marketing digital? Est-ce que tu es copywriter quand on lit tes textes et tout? Est-ce que tu es... Bon, moi, ma réponse, elle est toujours très claire, quoi. Je suis storyteller. Et en tant que storyteller, je donne de la substance aux copywriters, aux marketeers et toutes ces personnes qui utilisent le storytelling pour leur activité. Même celles et ceux qui font du personal branding et tout ça. Je leur donne, je les forme au storytelling pour qu'eux, qui sont experts dans leur domaine, de la copywriting et tout, puissent utiliser ça. Mais moi, mes textes, quand on me lit, j'ai beaucoup de retours dessus, des gens qui sont captivés par mes histoires et la manière dont j'amène les choses. Et Roselyne pose un très, très bon point parce qu'on est en train d'analyser un discours, le discours de Martin Luther King, le plus célèbre discours de tous les temps, des temps modernes. Et là, on voit que Martin Luther King, l'une des choses qu'il sait très, très bien faire, ce sont les silences stratégiques. Maintenant, si on écrit, si tu es en train de faire un portrait, tu écris quelque chose, comment est-ce que tu fais ces silences-là? Est-ce qu'on peut le faire à l'écrit? Oui, oui et oui. Il y a plusieurs techniques pour y arriver et dans le cadre des formations, on voit toutes ces techniques-là lorsqu'on voit l'aspect rédaction, parce que quand je forme sur le storytelling, ça peut être au niveau du texte à l'écrit, comment écrire une histoire qui impacte, une histoire qui vend, que ce soit pour faire un portrait, la newsletter, des publications sur les réseaux sociaux. Et puis, on voit aussi l'aspect oral, comment donner de la vie orale à son histoire. Donc, c'est deux aspects totalement différents. Donc, je vais te donner l'une des astuces. Alors, quand tu rédiges, Roselyne, tu peux mettre des silences dans ce que tu dis avec les 3 points de suspension. Parce que quand tu mets des suspensions, c'est quelque chose qui devrait continuer, mais on ne dit rien. Ça crée un vide. Et ça, c'est très puissant. Maintenant, en fonction de, comme tu parles par exemple de portrait, tu fais le portrait de quelqu'un, je crois que tu racontes son histoire, tu vois. Tu racontes son histoire. Et si quelque part tu dis, si tu veux par exemple annoncer qu'il lui est arrivé quelque chose de difficile, de dramatique, pap, tu écris ce qui précède cet élément. Il y avait ça, 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 et puis tu mets des points de suspension. Et tu vas revenir à la ligne et dire, et puis il en est, je sais pas moi, il en est tombé malade, il en est mort, il en est machin. Ce truc-là, ça crée un silence, ça crée des breaks. Ça, c'est l'une des techniques qu'on utilise quand on veut mettre des silences à l'écrit. Et après, quand on fait une publication sur les réseaux sociaux, c'est encore plus différent aussi. Les silences peuvent se mettre avec... tu peux rajouter, tu peux carrément écrire silence dans des crochets. Tu écris silence, tu vas à la ligne. Ou alors, tu écris. Et puis, quand tu arrives devant... tu ne dis plus, tu rédiges une phrase, mais incomplète, tu ne la complètes pas. Donc, on s'attend à ce que naturellement elle complète. Et quand tu viens à la ligne, tu écris et tu dis,
Non, on ne complétera pas ça parce qu'il y a ça. Tu continues à raconter l'histoire. Donc, il y a plusieurs techniques. Merci beaucoup, Roselyne, si tu comprends, ça fait plaisir. Donc, quel est le cinquième et dernier élément hyper puissant que Martin Luther King a utilisé? L'un des éléments qui l'a aidé à faire de son discours un discours mémorable à tout jamais. Cinquième et dernier élément, ça s'appelle la répétition. La répétition, c'est... Écoutez, c'est un puissant outil. À l'embauche, entrevue d'embauche, il faut savoir utiliser la répétition. Dans un pitch de projet, dans un pitch de vente, il faut savoir utiliser la répétition. Dans une présentation commerciale, il faut savoir utiliser la répétition. Dans une communication avec les équipes où vous voulez vendre une idée, vendre un projet à vos équipes, il faut savoir utiliser la répétition. Parce que c'est elle qui va permettre d'ancrer quelque chose chez votre audience et créer chez elle ce qu'on appelle en psychologie l'effet de validation. Parce qu'à force de répéter quelque chose, on finit par accepter que c'est cette chose qui est vraie. C'est ce qu'on voit avec les publicités. Vous ne vous demandez pas comment est-ce que des entreprises qui ont déjà un succès phénoménal, des boissons qui sont les boissons les plus consommées, mais continuent à faire de la pub tous les jours. C'est pour qu'on intègre que voici la façon de faire. Voici la boisson qu'il faut consommer. C'est ça qui est vrai. Et donc, c'est ça la répétition. Et dans son discours, Martin Luther King il a plusieurs fois fait de la répétition, notamment la répétition la plus célèbre qui est « I have a dream ». Il a répété « I have a dream » plusieurs fois. « I have a dream that one day, I have a dream, I have a dream, I have a dream ». Donc, ça fait que le discours est resté et s'appelle désormais « I have a dream ». Alors que c'était même pas dans son discours au départ. Je vous ai parlé, c'est Nylia Jackson qui lui dit, mais parle-leur de ton rêve, là. Parle-leur de ça. Et c'est là où il improvise. I have a dream, bien. Et vous voyez, le discours est devenu I have a dream parce que c'est l'une des expressions qu'il a le plus répétées dans son discours. Pourtant, ce n'était pas au rendez-vous au départ. Donc, c'est ça le pouvoir de la répétition. Et on parle souvent de l'anaphore. J'aime bien prendre l'exemple. J'ai une vidéo du président à l'époque, du président François Hollande, dans le débat de l'entre-deux tours avec Sarkozy, où il dit « Moi, président de la République, je ferai moi, président de la République, moi, président de la République, moi, président de la République. » Et à mesure qu'il dit ça, les Français le voient, non pas comme futur président de la République, mais comme président de la République. Parce qu'il dit, moi, président de la République, je ferai ça, ça, ça. Moi, président de la République, je ne ferai pas ça, ça, ça. Moi, président de la République, il a répété ça 15 fois. Et c'est pareil avec Martin Luther King à propos de I Have a Dream. Donc, voilà les 5 éléments que vous devez utiliser pour renforcer votre discours, si vous voulez vendre un rêve. Et Roselyne, pour répondre à ta question, oui, la bonne nouvelle, c'est que tu utilises également la répétition à l'écrit. C'est super intéressant. Si tu vois mes publications, tu vas voir que je fais souvent de la répétition. J'aime bien faire ça pour que ça reste ce que les gens vont retenir. Je prends un élément clé, comme I have a dream. C'est vraiment que les gens retiennent qu'il a un rêve, ils pensent que c'est possible et les gens s'en sont souvenus. Donc, en général, c'est ce que je fais. Ça permet de renforcer l'idée, ça permet aux gens d'accepter un point de vue comme étant l'élément vrai, quoi. Vous savez que l'objectif à court terme, l'objectif de votre communication, c'est peut-être de persuader les gens, c'est peut-être de les influencer. Donc, la répétition va vous aider avec ça. Voilà donc les 5 éléments à utiliser si vous voulez vendre votre idée, vendre votre projet, vous voulez influencer les gens, eh bien, n'hésitez pas à utiliser ces 3 éléments dans vos discours. Premier élément, c'est la cause. Pourquoi
vous faites ce que vous faites. C'est le point de départ. Le deuxième élément, ça va être tout ce qui est référence. Le fait de citer une référence, que ce soit une référence biblique, une référence d'une personne, une référence. Vous citez des références, ça renforce votre idée, votre argumentaire, votre présentation, et ça lui donne une certaine autorité. Parce que vous citez plus grand que vous. Deuxième élément, les références. Troisième élément que je vous suggère de faire, c'est le langage imagé. Donc, les métaphores, les mots qui parlent, les mots qui permettent aux gens de voir. Rappelez-vous, je vous ai dit, ça nous est tous arrivé de dire, je ne vois pas ce que tu dis. Donc, si tu veux amener les gens à voir ce que tu dis, eh bien, il faut le leur montrer avec le choix de tes mots et avec des métaphores. Et le storytelling, comme je le disais, c'est la version augmentée de la métaphore. C'est encore plus puissant. Parce que quand tu racontes une histoire captivante, ben, tu prends les gens et tu les plonges dans un univers et ces personnes ont une expérience sensorielle et une expérience émotionnelle poussée. Donc, voilà ça, c'est le troisième élément. Le quatrième élément qu'il faut utiliser, ce sont les silences stratégiques. C'est des silences qui sont mis à des endroits spécifiques pour captiver l'attention, pour permettre aux gens d'intégrer une punchline, une phrase forte que vous avez prononcée. C'est vraiment mis là à dessein. J'aime bien faire la différence entre les silences grammaticaux et les silences stratégiques. Parce que les silences grammaticaux, il y a un point, il y a une virgule, machin, on fait une pause, un soupir, machin. Ça, c'est ce que la grammaire prescrit. Mais outre ce que la grammaire prescrit, ce serait super intéressant que toi, de façon intentionnelle, et c'est là où ça devient magique. C'est pour ça, parfois, on a l'impression que c'est de la manipulation. Non, mais c'est que de façon intentionnelle, tu dois savoir que je vais dire ça à tel endroit. Et comme c'est une punchline, ben la première chose, c'est qu'il faut que je m'assure que les gens aient je m'assure d'avoir l'attention des gens à qui je m'adresse. Donc, il faut faire d'abord un silence avant. C'est stratégique, c'est mis exprès. Les gens vont te chercher, vont vouloir savoir ce que tu veux dire. Et puis, boum, tu lâches ta punchline, ta phrase forte. Tu es sûr que, waouh, ils encaissent ça. Et puis, à la fin, puisque c'est une phrase forte, tu fais un autre silence stratégique. Fais une pause pour que les gens puissent intégrer cette parole forte que tu viens de leur dire. Parce que si tu enchaînes avec autre chose, ça va diluer ce que tu venais de dire. OK? Donc, ça, les silences, c'est le quatrième élément. Le cinquième et dernier élément que Martin Luther King a utilisé et que vous aussi, vous pouvez utiliser dans vos prises de parole, dans vos communications, eh bien, ça n'est rien d'autre que la répétition. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, je vais peut-être partager mon écran et si vous allez sur ma chaîne YouTube ici, vous tapez Brice Kamgang. Vous allez voir sur ma chaîne ici, vous cherchez les silences, le pouvoir des silences. Vous allez voir cette vidéo-ci qui parle des silences. Et cette vidéo, je vous donne les endroits où vous pouvez mettre vos silences. Vous voyez, elle est là, cette vidéo. Le pouvoir du silence. Donc, elle a été très sollicitée. Vous voyez, on a plus de, je crois qu'on a 13 000 vues. Hey, if you're a digital marketer or entrepreneur and you're already spending money on Google or Facebook ads, then I want to show you our proven secret to increase. Donc, on a plus de 13 000 vues là-dessus. C'était en juillet 2020. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser ça. Ça va vous aider à voir des endroits où vous pouvez mettre des silences stratégiques. OK? Voilà. C'est une vidéo qui est très, très appréciée. Donc, vous pouvez aller là-bas. Vous allez voir cette vidéo sur ma page YouTube. Je pense que même en tapant Brice Kamgang, silence stratégique, Brice Kamgang, le pouvoir du silence. Je pense que ça va vous amener là. Voilà. Donc, c'est ça. Cette vidéo-ci.
Vous tapez mon nom, Brice Kamgar, le pouvoir du silence, et vous regardez cette vidéo. Je donne du bon contenu, très bon contenu à ce niveau-là qui va vraiment vous aider avec l'usage des silences stratégiques. Donc, voilà, c'était les 5 éléments que je voulais partager avec vous. Salut, il y a Sarah Leblanc qui est venue vers la fin. Allô, Sarah, ça va? Roselyne qui dit merci. En tout cas, merci à vous. Merci à chacune et à chacun d'entre vous d'avoir été là. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un quelque part. Ça peut certainement aider. Une parole, un mot, une histoire. Ça peut changer la vie de quelqu'un. Merci beaucoup et prenez bien soin de vous. Soyez forts et surtout osez raconter votre histoire. Parce que votre histoire, c'est votre super pouvoir. Chaque histoire bien racontée vaut diamant. Merci.